Par quoi commencer? Si, parce que, en fait, donc, cet après-midi, on va parler de médiation. Alors, ça, c'est une histoire qui me poursuit ou que je poursuis moi-même depuis très très longtemps, dans plein d'endroits. J'ai fait beaucoup de médiation dans les entreprises, j'ai fait des médiations politiques, en Afrique, en situation de crise, des médiations de couple. J'aime beaucoup les médiations de couple, je sais pas pourquoi. Donc du coup, j'ai cherché pourquoi j'avais envie de faire de la médiation. Et j'ai pas trouvé. Donc c'est peut-être à la fin de l'après-midi. Ou alors, à l'intérieur de la médiation, qu'est-ce qu'il y a comme désir? Ça m'intéresse qu'on partage ça. Depuis, j'ai un peu consulté comme ça à droite à gauche et tout le monde me dit le mot médiation. Je dis, moi, ça me parle pas. Donc il y en a à qui ça parle, le mot médiation? Avec le mot. Et après, la pratique et la philosophie de la médiation. Oui? Oui. Oui? Rapproche-toi. Pour l'exemple de l'hôpital de jour, c'est par exemple une médiation animale, de l'équithérapie. Donc on a un enfant avec certains objectifs de soins qu'on a envie de travailler. Et on s'est dit, ok, on utilise cette médiation animale pour travailler voilà, le contact, le prendre soin, décrypter la communication non verbale. D'accord, donc quand on parle de médiation thérapeutique, ça veut dire qu'on mobilise un moyen particulier, souvent un média d'ailleurs, pour soigner. Ce serait ça. Quand on parle de médiation culturelle... Moi ce matin j'ai vu un médiateur, c'était Jean Bernard qui a fait la médiation avec Lou. Jean Bernard, il a fait de la médiation avec Lou. Pour l'aider, non? Non? Non. Ah, ce matin dans l'exercice avec Diane. Ouais. Alors, en fait, ça dit comme ça tout de suite vaguement que le mot médiation on l'utilise dans plein de champs, en fait, très différents, en fait, qui sont pas forcément très semblables, mais quand même, qui veut dire qu'on introduit une sorte d'intermédiaire entre quoi et quoi. Alors, soit entre deux personnes, soit entre plusieurs personnes, soit même entre une idée et l'autre, soit même entre un mal. Par exemple, pour moi, une situation de médiation assez simple, ce serait de dire, tu vas chez le médecin, tu lui dis, ça va pas. Docteur, ça va pas. Et alors là, si c'est un médecin un peu consciencieux, il commence à te questionner, il te dit, depuis quand? À quel endroit? C'est plutôt après le repas ou avant le repas? Bref, il commence à te faire, il fait ce qu'on appelle une anamnèse. Vous voyez ce que c'est l'anamnèse? Donc, c'est-à-dire qu'il fait sortir de l'oubli, finalement, les connaissances que tu peux avoir de ton propre mal. Si c'est un bon médecin. Ils font pas tous ça quand même, parce que des fois ils sont pressés. Donc ils se contentent du symptôme. S'il cherche à contextualiser le symptôme, peut-être qu'il va avoir plus de billes pour trouver le diagnostic. Mais souvent, quand tu sors de chez le médecin, si c'est un bon médecin, tu es rentré en disant « je suis pas bien » et tu ressors en disant « j'ai la grippe ». Et ça, c'est une médiation. On pourrait dire c'est une médiation cognitive, c'est-à-dire que finalement, il y a tout à coup, tu es un peu séparé de ta maladie. Tu n'es pas que ta maladie. Ça, pour moi, ce serait un peu le noyau dur qui m'intéresse. Après, on va faire des références. On a des références parce que quand même, la référence, l'image qu'on a de la médiation, c'est quand même souvent quelqu'un qui vient se mettre au milieu. Ça, c'est une image, voire même, c'est l'image péjorative de la médiation pour dire l'espèce de chevalier blanc qui va sauver le monde parce qu'il se met au milieu. Qui va s'interposer, s'intermédier, ou qui va s'entremettre entre des univers différents. Pourquoi tu dis que c'est négatif? Non, je dis parce que parce qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas la médiation. Parce que effectivement, quand tu la signes à cette figure-là, eh ben évidemment il y a des gens que ça déplaît, à qui ça déplaît. Première figure, Moïse.
Enfin, première, je sais pas si c'est la première, j'en sais rien, mais enfin, une figure très ancienne, Moïse. Médiation entre quoi et quoi? Entre qui et qui? Ouais, Dieu et les hommes. Pas exactement. Entre Dieu et son peuple. Mais quand même, il y en a un, il va se dévouer, quoi. Il va se dévouer pour faire l'intermédiaire. Deuxième figure très très connue. Après, vous me direz laquelle je préfère. C'est Socrate. Pourquoi Socrate? Vague souvenir de terminale. Socrate, parce que, vous savez, il disait qu'il ne savait rien. Et il questionnait, d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on lui a fait boire la ciguë et qu'on l'a condamné, parce qu'on pensait qu'il détournait les jeunes esprits. Mais il se faisait fort de questionner suffisamment pour sortir l'autre de son ignorance et faire l'ascenseur, lui permettre d'aller vers la connaissance. Donc le passage de l'ignorance à la connaissance, qui en passe d'ailleurs par le fait qu'on élimine quelques préjugés, ça c'est Socrate. Une autre figure de médiation. Elle est moins connue, vous me le direz, d'accord, mais moi c'est celle que je préfère, forcément. Bien que Socrate m'énerve des fois, mais quand même celle-là, on va y revenir à celle-là, plus particulièrement, parce qu'elle est plus à notre portée. Parce que la troisième figure de la médiation, c'est quoi? 10 000 euros. Quoi? C'est quoi? Non, comme figure incarnée, enfin figure... Eh ben c'est Jésus. Tu l'avais dit? T'as gagné 10 000 euros. En bitcoin. Ah non. Et alors justement, attends. J'aime bien la question parce que évidemment les figures emblématiques. Est-ce qu'on dirait que la médiation c'est plutôt un truc d'homme? En général, on dit plutôt que c'est un truc de femme. Bizarrement, on dit que les femmes plutôt elles mettent davantage. Tu sais, dans les stéréotypes. On dit qu'elles mettent davantage d'huile dans les rouages et que si c'était les femmes qui gouvernaient le monde, il n'y aurait pas de guerre, quoi. Je suis sûr que c'est pas vrai, mais je sais pas. Enfin, j'en sais rien, à vrai dire. Mais j'aurais peur d'être accusé quand même de stéréotypes si je continuais dans ce sens. Et, bref, pourquoi Jésus? Parce que lui, alors pour le coup, il va vraiment. Alors c'est plus que Moïse là. Il va vraiment, effectivement, Dieu ne sait pas parler aux hommes, quoi. Ce con. Et les hommes ne savent pas parler à Dieu, en fait. Donc c'est pire, c'est pas seulement, il va pas être seulement le représentant de Dieu sur terre, il va être aussi le représentant des hommes. Et en fait, ça veut dire que quand même, il va chercher les accès. Enfin, en tout cas dans la mythologie de Jésus, enfin, parce que je l'ai pas connu personnellement, mais... il y a cette idée que quand même cet intermédiaire, il est plus qu'un intermédiaire, il ouvre des accès de l'un à l'autre et il permet aussi de faire l'interprétariat d'un langage à l'autre, voire d'une conscience à l'autre. Alors je sais pas si on peut parler d'une conscience pour Dieu, mais alors si on garde ça, si on garde ces trois figures emblématiques de la médiation, et si on en tire quelque chose pour ce qui nous concerne, pour la médiation aujourd'hui, alors après il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres médiations. On peut continuer encore un petit peu. Par exemple, hier matin, non, c'était quand je suis arrivé? Non, c'était matin, l'après-midi. Enfin, l'historien, anthropologue. C'est matin? C'était l'après-midi. Je pense qu'il dirait volontiers que l'histoire fait médiation. Que la connaissance de l'histoire peut faire médiation. Un juriste dirait volontiers que la loi fait médiation. Évidemment. On n'est pas d'accord tous les deux? Ben, regarde le texte. Et toi, l'ami, si tu veux en faire partie, va sur Litchi. Donc il y a évidemment encore plein de formes, plein de façons de penser la médiation. Certainement pas exclusivement du côté de ce qui s'enseigne aujourd'hui autour de la médiation, dont Gabriel peut être le témoin. La médiation plus conventionnelle ou plus formelle, en fait, un processus de médiation, évidemment, c'est pas sûr qu'il soit aussi large que tout ce que je suis en train d'évoquer, mais moi, je tiens à ce qu'il soit large. Moi, ça m'intéresse
que la médiation ne s'enferme pas dans un protocole ou dans une technique. Ça m'intéresse qu'on dise qu'on n'a pas inventé la médiation depuis qu'il y a des médiateurs professionnels. Ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse aussi de penser effectivement que la fonction tiers dans les relations humaines, c'est-à-dire celui qui se mêle de ce qu'il ne regarde pas, elle est à valoriser et à presque, comment dire, non seulement à respecter, mais presque à soutenir. C'est vrai que quand la belle-mère débarquait tout le temps, à la maison, hein, et que quand on refermait la porte derrière elle, même des fois elle avait la clé, la belle-mère, tu refermes la porte derrière elle, tu dis ouf. Mais n'empêche qu'elle traversait le couple, quand même. Alors des fois trop, beaucoup trop. C'est pour ça qu'on lui a dit maintenant c'est notre affaire, notre couple. Qui c'est qui se mêlait? Qui c'est qui se mêlait de la famille encore? Par exemple le médecin. Ah, le médecin il disait la petite là elle file d'un mauvais coton, hein, la petite. Maintenant il dit c'est confidentiel. J'ai vu la petite mais je vous dirai rien. Et c'est drôle parce que justement donc les tiers naturels qui n'étaient pas forcément des tiers médiateurs, hein, parce que justement, on a essayé de réduire le champ. Pour dire la médiation, c'est sérieux, c'est quand même, ça doit avoir un certain nombre, ça doit rentrer dans un certain nombre de protocoles. Mais moi, je voudrais vous emmener d'abord dans le sens et la signification de la médiation plutôt que de vous emmener dans le protocole, d'autant qu'on n'aura pas le temps en un après-midi d'aller dans le protocole. Je vous le dis tout de suite, vous ne ressortirez pas avec tous les outils de la médiation. Donc c'est quoi? Qu'est-ce que ce serait les valeurs qui soutiennent l'idée que finalement on a toujours besoin d'un petit tiers chez soi? Intermédiaire. Donc c'est quoi? Ouais, alors un intermédiaire. Donc j'ai pas accès à l'autre. Heureusement qu'il y a quelqu'un. Par exemple, tu te dis dans un endroit comme ça, j'étais bien content que Gabriel m'accueille et me présente un tel. Il a fait du lien. Donc il a été un relieur. Et moi, peut-être qu'il m'a rendu liable. Ça, ce serait un des fondements. Il a fait le relieur, il m'a rendu liable parce que je me suis ouvert, parce que j'avais moins la trouille d'aller tout seul à la rencontre de tous ces visages inconnus. Donc ce serait un intermédiaire un peu spécialisé qui aurait à cœur, finalement, que des liens se fassent sans lui ou après lui. Ah, ça donne une valeur particulière. C'est-à-dire, c'est pas je vous mets en contact pour rester le centre, mais je vous mets en contact parce que comme ça, ensuite, la relation pourra prendre son essor toute seule. Ça, oui, ça c'est une des valeurs probablement. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme valeur qui soutiendrait l'idée d'un tiers? Ah, alors, ça fait vraiment partie des gros mots de la médiation. Tu sais, il y en a comme ça. C'est un gros mot. Et ça vaut le coup qu'on s'y arrête quand même sur ce gros mot, parce que je dis c'est un gros mot parce qu'il n'y a pas un seul médiateur patenté, les médiateurs officiels, qui n'en usent. C'est-à-dire qu'ils ne pourraient pas se prétendre médiateurs s'ils ne se prétendaient pas neutres. Alors évidemment, tu te dis mais neutre, c'est un concept abstrait quand même. Hein. C'est quoi neutre? Neutre à l'égard de quoi? De qui? Et quand? Et à propos de quoi? Moi j'aime bien plonger les concepts abstraits dans des contextes concrets. Et comme ça, ils deviennent effervescents. Donc, tu dis neutre, oui. Alors, en quoi ça consiste la neutralité? Ne pas prendre le parti pris de l'un ou de l'autre s'il s'agit de parti, déjà. Alors, mais, oui, le ne pas prendre le parti, est-ce que tu rajoutes jamais ou est-ce que tu rajoutes de temps en temps? J'ajoute de temps en temps. Et voilà. Si tu rajoutes de temps en temps, tout à coup, tu as introduit une petite complexité intéressante. Si tu dis jamais, tu mens. Enfin, tu t'illusionnes plus exactement. Enfin, je crois, hein. Moi, je dirais la neutralité en tout et pour tout et à propos de tout. Parce que quelle est la fonction de la neutralité? Quand on dit on ne va pas prendre le parti de l'un ou de l'autre. De ne pas tirer avantage d'une des deux parties. Et puis, ne pas être aussi engagé émotionnellement dans ce genre. Donc ça, c'est intéressant. Tu restes neutre, c'est-à-dire que toi, t'as pas mis tous tes affects dans la même histoire, donc tu restes tiers comme ça. C'est une sorte de garde-fou de ta tiercité. Ta tiercitude. Ta tiercitude. Ah, c'est bien ça comme concept, la tiercitude. Ouais.
Non, mais c'était bien que tu nous... En fait, je voulais dire que c'était de créer un espace de neutralité pour la personne qui vient se confier à toi, mais ça ne veut pas dire pour moi que le médiateur est neutre. Ah. C'est plus l'espace qui est offert pour la personne qui vient. C'est un espace qui est détaché d'une certaine manière de ce qui se passe. Donc il y a un espace de neutralité qui est ouvert, mais la personne ne reste pas neutre. Hyper intéressant. Par exemple, moi, un petit exemple personnel, quand mes enfants étaient petits, on habitait à l'île sur la Sorgue. Je sais pas si vous connaissez. Ah oui. Et on avait une maison avec une terrasse, et au bout de la terrasse, il y avait une grosse pierre contre le bout de la terrasse, contre le mur, quoi. Et un jour, j'avais dit, ce sera le banc des explications. Et donc, quand les enfants se disputaient entre eux, je leur disais, allez sur le banc des explications. Des fois, j'allais avec eux. Et c'était incroyable comme cet espace-là devenait un espace de médiation sans que j'ai besoin de faire le médiateur. C'est pour illustrer. Et des exemples comme ça, je pense qu'on pourrait aller en piocher beaucoup dans le mois que vous venez de vivre. Des exemples comme ça, c'est-à-dire des dispositifs, des espaces ou des moments qui font en eux-mêmes médiation, parce qu'ils sont neutres, ou plutôt parce que d'une certaine manière, ils neutralisent le foutoir d'affect qu'il y avait d'un autre côté, quoi. Et ça, moi, je trouve que c'est particulièrement intéressant. Ça s'enseigne pas du tout, ça. Alors si, aujourd'hui, vous savez que quand même, vous êtes bien placé pour savoir que les tiers-lieux, hein, ou ce que Michel Foucault appelle les hétérotopies, sont effectivement des espaces de médiation, mais qu'on n'appelle jamais comme ça. Moi, je trouve que c'est bien de les appeler comme ça. C'est intéressant parce qu'effectivement, tu sors. C'est marrant parce que d'ailleurs, je pensais au rond là, au centre que vous avez, que j'étais témoin que vous l'avez chargé. Est-ce qu'il reste un espace très chargé, que des fois on aurait besoin de le sortir de là pour pouvoir reconquérir l'espace parce que forcément peut-être qu'il est chargé. Donc lui, ce serait pas un espace neutre, lui. Mais ça se trouve là, oui. On n'y est jamais allé. En tout cas, oui, c'est un endroit où on peut se déprendre d'un certain nombre d'affects qui nous pèsent. Où on peut peut-être retrouver une sorte de délicatesse qui ne soit pas chargée de toutes les projections qu'on a pu faire. Ah oui, ça c'est intéressant pour la neutralité. J'ai une petite référence sur la neutralité d'un philosophe que j'aime bien, c'est Roland Barthes, qui fait tout un cours pendant une année entière sur le neutre. Mais c'est intéressant parce que lui, il parle pas du tout de médiation. Pourquoi il parle du neutre? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, il dit « j'ai un désir de neutre ». Qu'est-ce que c'est avoir un désir de neutre? Alors, est-ce que ce serait le désir de ne pas prendre parti? C'est un peu pauvre quand même. C'est chiant, quoi. T'imagines, j'ai un désir de neutre. C'est-à-dire de pas prendre parti pour ni l'un pour l'autre. Moi, j'ai fait plein de médiations où j'avais vraiment immédiatement envie de prendre parti. Enfin, évidemment, des trucs où c'est tellement injuste. C'est pas sûr que j'ai immédiatement, et vous entendez le mot immédiatement, c'est pas sûr que j'ai immédiatement un désir de neutre. Dans une situation d'injustice qui me saute aux yeux. En tout cas, dans mon référentiel de justice qui me saute aux yeux. Dans mes évidences à moi. Peut-être qu'après, on va pouvoir déconstruire ce référentiel de justice parce qu'on va s'expliquer et qu'effectivement, on s'apercevra que tu dors trop longtemps le matin. Un truc comme ça. Mais donc, Roland Barthes, il dit finalement, le désir de neutre, c'est un désir ardent, écoutez bien ça. Donc c'est pour contraster avec, parce que le neutre, c'est gris, ça rase les murs, ça baisse la tête et ça met un chapeau. C'est ça le neutre, quoi. Quand c'est neutre. En électricité, le neutre, tu crois que tu vas pas te prendre du courant, mais c'est pas toujours vrai. J'ai déjà essayé, finalement, ça... Mais, grosso modo, c'est pas attirant, le neutre. Enfin, t'imagines un tableau neutre. Il y a rien, un visage neutre. Oh, bah, alors là, si vous aviez que des visages neutres, je me casse tout de suite, quoi. Enfin, c'est pas attirant, quoi. Comment on peut avoir, alors ce serait par une espèce de devoir professionnel de ne pas prendre parti qu'on s'obligerait à une espèce de neutralité fade et grise. Par exemple, quand tu fais faire une carte d'identité,
Il est Oui, nommé c'est ça. d'avoir Un visage un neutre, visage neutre. sans sourire Voilà, on n'a pas le droit. et sans grimace. Ça passe pas. On aurait pu faire ça tout à l'heure pour la photo. Voilà. Faisons tous un visage neutre. Voilà. Je sais pas comment on ferait, hein, un visage neutre. En tout cas, il y aurait pas de sourire. Peut-être que les yeux seraient dans le vague. En tout cas, il y aurait pas d'expression sur le visage qui raconterait une histoire de nous, d'émotions, de sentiments, etc. Bref, lui, il dit, le désir de neutre, le désir ardent de neutre, c'est le désir de déjouer le binarisme des contraires. C'était ce qui a été dit ce matin, d'une certaine manière. Qu'est-ce que ça veut dire? On recommence. Désir ardent de déjouer le binarisme des contraires. Ça me parle, ça. C'est rien que pour toi que je l'ai dit. Merci Bernard. Mais dans le binarisme, il n'y a pas d'issue. Parce que ce matin, comment elle s'appelle, Dan, elle nous disait, c'est vrai que notre philosophie occidentale, elle repose beaucoup sur ces oppositions, vrai, faux, beau, laid, juste, injuste, bien, mal, et c'est quoi les autres? Bon, mauvais. On en a pas tant que ça, mais on en a 5 qui font à peu près notre référentiel quotidien, en fait. C'est rare qu'on se dise pas, c'est moche, quelque chose. C'est rare qu'on dise pas à quelqu'un, c'est bien. C'est rare, très rare, en fait. Donc, ce binarisme des valeurs, on l'exerce au quotidien du matin jusqu'au soir. Tu vois rentrer ton gamin de l'école, il est dans un sale état. Eh ben, tu dis c'est moche quand même. Hein. Enfin, tu vois, il a eu une sale note, il a pas travaillé du tout. Tu dis c'est pas bien. Enfin, c'est pas si simple de s'arracher à ce binarisme qui fait le socle de la philosophie occidentale, qui fait pas le socle de la philosophie orientale. Hein. La séparation, même cette séparation bien mal, est moins un socle fondamental d'autres philosophies. Mais chez nous, et chez moi, et chez toi, hein, quand même, c'est difficile de s'en affranchir. Du coup, cultiver le désir de neutre, oui, c'est faire de la contre-culture. Et c'est intéressant de faire de la contre-culture. On a aussi ce désir-là de faire de la contre-culture. C'est intéressant, effectivement, de nous affranchir, de nous émanciper du carcan des binarismes et des oppositions frontales. Et du coup, moi, j'y vois en tout cas mon propre désir, quand je me mêle d'un conflit qui me regarde pas. Enfin, il me regarde d'une certaine manière, mais il me regarde pas au sens où j'en suis pas tout de suite mêlé, quoi. Mais enfin bref, quand je me mêle, je sens bien que moi, ça m'intéresse. Il y a quelque chose comme un désir ardent de déjouer cette espèce d'opposition qui se joue entre les antagonistes. J'ai envie de déjouer ça. Peut-être parce que j'ai un désir de contre-culture, peut-être aussi parce que c'est enfermant, et que peut-être aussi que le manichéisme, je sens que c'est quand même trop étroit. Il faut qu'on sorte de là. On pourrait faire l'inventaire des binarismes qu'on utilise, qui sont, j'ai dit les 5 valeurs principales, mais quand même des binarismes, on en a beaucoup. Hein, même ce matin, je m'en prenais, moi, à quoi je m'en prenais la phrase clé, je m'en prenais très amicalement, hein, je vous le dis tout de suite, hein, à la phrase qui est, c'était quoi déjà? Le être pleinement soi-même. Je m'en prenais parce que j'avais l'impression effectivement qu'il charrie aussi un binarisme, qu'il y a quelque chose à déjouer dans le être pleinement soi-même. Mais donc du coup, ça veut dire que moi, je suis un peu obsédé par cette histoire de déjouer les binarismes. Et que peut-être que aussi c'est ça mon fantasme, hein, c'est un côté... Bref, voilà pour le neutre. Ce qui veut dire que, par exemple, que tu fais une médiation entre 2 personnes ou entre plusieurs personnes, est-ce que tu vas chercher à rester neutre au point que s'il y en a un qui est vraiment un salopard, je sais pas comment on dit que quelqu'un est vraiment un salopard, mais des fois ça nous saute aux yeux quand même, et que l'autre non, parce que moi j'ai fait des médiations de couple, des médiations familiales quand même,
Même quand les gens s'entendent pour dire à quel point ils vont maltraiter les enfants, t'as pas trop envie de rester neutre. Enfin, forcément, tu te dis là, il y a quelque chose à faire. Donc, il va falloir que peut-être que déjouer le binarisme, c'est au contraire accepter d'exemplifier ce binarisme. C'est pas rester statifié dans une position médiane, dans une espèce de juste milieu. C'est au contraire pencher d'un côté pour exemplifier, faire grandir. Ça, c'est très socratique. Je fais grandir ta bêtise, ton emportement, ta passion, ton espèce d'engagement aveugle, je le fais grandir. Je vais lui donner du poids. Je vais m'y consacrer un peu. Mais évidemment, je perdrai pas de vue que j'irai aussi faire grandir l'autre opposition. Les faisant grandir, peut-être que je vais permettre de découvrir de nouveaux accès. Peut-être que je vais permettre aussi de faire en sorte qu'on abandonne les préjugés, qu'on abandonne les emportements, peut-être. Ou peut-être qu'on va finir par trouver, finalement, dans ces blocs-là, on va finir par trouver des entrées nouvelles. C'est ça mon idée. Donc en fait, le neutralité, pour moi, ça irait dans le sens de chercher non pas le juste milieu, mais un milieu juste, qui oscille sans cesse dans un mouvement constant, finalement, entre une position et l'autre, jusqu'à ce qu'on finisse par échapper. Alors là, on retrouve aussi une figure emblématique de la médiation, qui va vous rappeler peut-être des mauvais souvenirs. Je sais pas, pour ceux qui ont fait philo en terminale, c'est pas le cas de tout le monde. En général, d'ailleurs, ceux qui ont fait philo en terminale, ils sont fâchés avec la philosophie s'ils ont eu une note inférieure à la moyenne. Au bac. Donc il y a une figure emblématique de la médiation. C'est quoi? Qu'on utilise pour la dissertation. Alors ça c'est un terme. Thèse, antithèse, synthèse. Et ça, c'est vraiment le mouvement hegelien, c'est Hegel qui a introduit ça, de dépassement de la contradiction. Donc on a une prétention, quand on fait de la médiation, des fois, de pouvoir dépasser la contradiction. Ça nous embarrasse des fois beaucoup en médiation. Pas toujours, mais ça nous embarrasse, dépasser la contradiction. Parce que des fois, par exemple, je me dis toujours, s'il y en a un qui veut, quand on est couché dans la même chambre, il y en a un qui veut dormir la fenêtre ouverte, parce qu'il aime cette petite brise fraîche du matin sur son nez. Et l'autre, il veut la fenêtre fermée, déjà parce qu'il a peur des insectes, et puis parce que il aime bien avoir pas une couette très chaude, mais au contraire un drap léger sur lui, et il préfère profiter de la douce chaleur du radiateur. Donc là, c'est quoi le dépassement des contraires? Là, il y a un contraire. Donc évidemment, il y aurait une prétention de la médiation à pouvoir surmonter les contraires quels qu'ils soient, ce qui n'est pas vrai. Des fois, il faut faire vivre les contraires tour à tour. Il faut leur donner de la place pour les faire vivre tour à tour. Ils sont pas toujours dépassables. Mais on peut prétendre qu'ils pourraient l'être à un moment ou à un autre. Et donc c'est une autre formule de la médiation que de dire on va pas chercher le dépassement, on va chercher à faire de la place. C'est exactement ce que tu fais. On va chercher à faire de la place à l'un et à l'autre, et on va voir finalement comment cette cohabitation des contraires, finalement, peut dans le temps s'inscrire. Pacifiquement. Voilà. Pacifique. Alors, comme j'ai beaucoup parlé dès à présent, et qu'il fait beau, on va sortir, je vais vous proposer d'aller faire un petit dialogue socratique. Tout le monde sait ce que c'est un dialogue socratique? Alors, je vous propose de vous lever tous et de marcher dans tous les sens de telle manière que le plateau qui repose sur un axe soit tout le temps équilibré. Ce plateau-là, imaginons qu'il repose sur une pointe, et il faudrait qu'il soit tout le temps équilibré parce que il y a un égal poids de partout. On a un problème, il y a Philippe qui est là. Allez-y, est-ce que vous pouvez marcher de façon assez vive, mais pas dans le même sens, et de manière à occuper tout le plateau?
Comme ça. Ah, voilà. Un peu plus vite encore. Une espèce de course sereine. Ah, bah, voilà. Encore, encore. Peut-être que vous allez frôler, frotter quelqu'un. N'hésiterez pas à le regarder avec un air aimable, chaleureux, aimant. Voilà, c'est ça. Et maintenant, je vais vous donner une consigne, vous devrez la réaliser en 3 secondes. La consigne, c'est une consigne assez simple. Par exemple, je vous dis, attention, en 3 secondes, vous réunissez par 5. 1, 2, 3. Bon, lâchez, marchez, courez. Attention, attention. Maintenant, une espèce de course gracieuse, mais pas dans le même sens, pas dans le même sens. Attention. Et en 3 secondes, vous allez vous mettre l'un sur l'autre. 1, 2, 3. C'est joli, c'était très beau. Allez-y, marchez. Et alors attention, 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 marchez, courez un peu. Et en 3 secondes, ça va être l'un sans l'autre. Est-ce que ça va devenir beau? Juste pour eux. Magnifique. Ouais, ça c'est beau. Ouais, super. Merci. Allez-y, marchez. Et maintenant, en 3 secondes, vous mettez par 2. S'il y a un nombre impair, on trouvera un Vatou. Il est où le bâton? Tiens, prends une balle. Prends une balle. Viens chercher la balle. Non, j'ai pas dit viens chercher. Non, une seule. Une balle. Une balle. Une balle. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Non, non, il faut des. Non. C'est comme ça. Celui qui a la balle. Celui qui a la balle. Ça y est, il y en a un des deux qui a la balle, c'est Socrate. Bon, Socrate, il va faire un petit massage avec la balle dans le dos de son disciple. Donc faites un massage assez lent, plutôt appuyé, avec des bonnes pressions pour que ça fasse un peu acupuncture. Hein? Ça m'étonnerait que, en réalité, Socrate fasse ça. En réalité, il devait pas faire ça. Hein. Alors maintenant, le petit dialogue socratique que je vous propose de faire, qui va nous ramener à notre sujet, c'était un intermède, un interlude. C'est Socrate, on s'en fout qu'il s'appelle Socrate, mais moi ça m'amuse, mais celui qui va poser des questions à l'autre, peut-être qu'il va faire une anamnèse, c'est-à-dire qu'il va aller chercher du contexte, le moment, le lieu, l'occasion, peut-être c'est ça l'anamnèse, peut-être qu'il va l'aider à formuler une idée pour que l'autre arrive à dire « bah oui, j'ai dit ça, mais en fait c'est con, j'ai envie de te dire autre chose ». Ça, là, c'est un bon Socrate. Celui qui va poser, qu'est-ce que ça veut dire poser une question? Parce que si je dis « comment tu t'appelles » Socrate. Très bien. Vous voyez qu'elle n'a pas réfléchi une seule seconde pour le répondre. Donc ça, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une interrogation. C'est plutôt c'est-à-dire que tu recours à ce qui est déjà là. Alors on va faire la distinction entre le dire et le dit. Évidemment que dans un dialogue, il se trouve qu'on recase quand même pas mal de choses qu'on a déjà dites ailleurs. Mais un dialogue fécond, c'est un dialogue qui nous fait sortir de ce qu'on a déjà dit ailleurs. Donc, Socrate, il pose des questions. À un moment, il dit, tu t'appelles Socrate, et qu'est-ce que ça change pour toi de t'appeler Socrate? Ah, là, t'avais peut-être pas tout de suite conçu la réponse. Ça veut pas dire que j'ai envie de te mettre dans l'embarras, mais un peu quand même. Je veux t'arrêter
En fait, c'est ça, Socrate, il est dans cette histoire d'aller chercher, d'aller, d'une certaine manière, stimuler la pensée de l'autre. Alors, ce matin, on était très centré sur stimuler la pensée, stimuler, d'une certaine manière, l'anamnèse de l'émotion, enfin, faire ressortir les émotions vécues. Là, moi, je vous orienterai plus vers faire ressortir les idées. Donc, il peut y avoir des idées anciennes et des idées fraîches. Si en plus vous arrivez à des idées fraîches, c'est pas mal. L'un n'exclut pas l'autre, hein. Évidemment qu'il y a des émotions avec toutes les idées. Une idée sans émotion, c'est pas une idée. Ça n'a aucun intérêt. Mais ce qui va être formulé, explicité de l'un à l'autre, ce serait plutôt le concept, l'idée. Et pourquoi cette idée-là? Il va falloir la contextualiser. C'est pas une idée. On a le droit de parler de sa grand-mère, hein, quand on fait de la philosophie. C'est même indispensable de parler de sa grand-mère ou de parler de ce qui nous touche. Mais en même temps, pour sortir des généralités, on va essayer d'aiguiser les idées. En médiation, pour moi, souvent, la médiation, il me semble que elle porte, je peux vous donner des exemples. Une fois, j'ai fait une médiation avec des gens qui étaient les représentants des îles des Comores. Donc, ils habitaient sur les 3 îles. Et puis, donc, c'était une grosse histoire très compliquée. On devait participer au fait de faire une sorte d'union des Comores. Enfin, bref. Et à la fin du séminaire, mais certains n'avaient pas pu venir. Alors, je leur dis, vous allez aller voir ceux qui sont pas venus. Ça me paraissait naturel. Et on me répond, il y en a un qui me répond, après un long silence d'ailleurs, il me répond, tu sais, ils nous méprisent. Alors, c'est pas question d'aller les voir, quoi, parce que on sait qu'ils nous méprisent. Alors là, je lui dis, depuis combien de temps? Qu'est-ce qui compte? Depuis combien de temps? Et il dit, c'est depuis mon père ou mon grand-père. Enfin, bref, c'est pas toi qui méprise. Bon, quand est-ce que tu l'as reconfirmé? Donc là, j'ai fait un peu d'anamnèse. Hein, j'ai essayé de sortir un peu l'idée, parce que il nous méprise, c'est une idée. Vous êtes d'accord que c'est une idée? D'où elle sort, cette idée? Comment elle est née? Et quel chemin elle a fait? Ça, c'est intéressant pour la médiation. Parce que dans tout ce chemin, eh bien, évidemment, il y a eu pas mal de malentendus. Probablement. Ou pas mal de préjugés qui se sont cristallisés. Et ça, la médiation, c'est son travail de déconstruire les préjugés. Tu sais pas, toi, à l'avance, si c'est complètement con qu'ils disent ou complètement faux qu'ils les méprisent. On n'en sait rien. Mais Socrate, lui, il s'intéresse de pas prendre l'idée pour argent comptant. C'est ça l'histoire. Prends pas l'idée pour argent comptant. Donc il pourrait dire, il vous méprise et alors? C'est pas un alors méprisant. C'est pas un alors indifférent. C'est et alors? Va plus loin. Déroule le scénario. Après, peut-être que par exemple, j'ai fait une médiation une fois dans une protection maternelle infantile. C'était un groupe, il y avait des médecins, des psychologues, pédiatres, gynécologues, et puis auxiliaires de puériculture. Et il y avait un gros conflit depuis longtemps parce que le médecin disait qu'elle n'avait aucun sens du service public. Donc la tension, le conflit portait sur une espèce de représentation de dire elle ne respecte pas notre valeur commune. On est dans un service public et les auxiliaires ne respectent pas. Alors on dit évidemment pourquoi elles respectent pas ou en quoi elles respectent pas, parce qu'elles donnent des fois 12 rendez-vous dans la journée alors qu'on a convenu qu'on en donnerait 10. Donc là du coup on tombe, c'est finalement l'infraction à la règle. La règle, moi je dis toujours, c'est intéressant ce matin de dire les règles, c'est un espèce de truc pratique. On devrait les brûler chaque année, les règles, pour voir si on a besoin de ces règles à nouveau. Enfin, c'est vrai, les règles, évidemment, c'est un truc pratique. Ça d'une certaine manière, ça redimensionne les rapports humains, comme ça évite les frottements, mais des fois, en même temps, les règles sont exactement ce qui nous oppose, quoi. En l'occurrence, là, transgresser cette règle, pour le médecin, ça voulait dire ne pas être dans la valeur du service public, qui est on doit rendre un service de qualité. Service de qualité, c'est pas quand t'es épuisé que t'as fait 12 consultations par jour. Il y avait une autre valeur qui est, on doit respecter le médecin qui est quand même beaucoup plus haut que l'auxiliaire de puériculture. Mais celle-là n'était pas trop dite, mais je pense qu'elle était vraie.
Et puis, pour les auxiliaires, il y avait une autre valeur. C'est quoi la valeur pour les auxiliaires, d'après vous? Oui, elle donnait de temps en temps, deux rendez-vous de trop, de plus. C'était quoi leur valeur à elle? Ouais. Oui. En fait, elle se mêlait de ce qui ne devait pas, théoriquement, pour le médecin, les regarder. C'est-à-dire qu'elle diagnostiquait l'état de fragilité ou de vulnérabilité de cette maman qui arrivait avec son bébé et pour laquelle elle se disait, si je la renvoie pour un rendez-vous dans 15 jours, c'est trop tard. Elle se disait ça, elle. Avec 20 ans d'expérience, elles estimaient qu'elles pouvaient, elles, mesurer l'état de vulnérabilité. Et donc, leur valeur à elles, évidemment, c'est que ça vaut plus d'accueillir une femme en danger que de respecter la règle des 12 rendez-vous. Donc, évidemment, la médiation, ça porte toujours sur des hiérarchies de valeurs. Même ce matin, c'était intéressant, l'histoire de celui qui a le droit de chanter et celui qui a le droit de dormir. C'est une valeur. C'est une valeur. Bref, je voudrais que dans votre entretien socratique, qui ne sera pas réciproque, il sera réciproque parce que l'un parle à l'autre, mais il sera pas réversible. Voilà. Socrate reste Socrate. Il est curieux, il est exigeant, et puis il se mêle de ce qu'il regarde pas. Et là, il y va. Et si l'autre, il veut pas répondre, il répond pas. Il est responsable. Il veut pas répondre. Mais quand même, Socrate, il y va. Il y va sur quoi? Moi, je vous propose d'aller chercher une situation où finalement le recours à un tiers vous semblerait judicieux. Et pourquoi, comment, quand, et puis de la creuser un peu. Une situation vécue, mais pas il y a 50 ans. Il y a pas longtemps. C'est pas, comment dire, c'est pas honteux de pas réussir à s'en sortir à 2 ou à 3 ou de pas s'en sortir, quoi. En tout cas, c'est ce que la médiation apporte comme philosophie. C'est que c'est pas honteux de recourir à un tiers. Ce matin, elle le disait un peu que c'était honteux. Qu'elle disait, nous, on n'a pas besoin de tiers parce qu'on a un processus qui nous évite de recourir à des tiers. Mais pourtant, elle fait tiers souvent, d'ailleurs. Alors, tiers, quel genre de tiers? On verra si c'est le banc des explications qu'il faudrait comme tiers. Si c'est une personne qui a un protocole, une méthode, ou si c'est un autre tiers, peut-être un... Juste, je voulais vous dire aussi que dans médiation, il y a 2 connotations. Dans le mot, on entend. Vous entendez dans ce mot? Vous entendez quoi? Med. Absolument, med. Et c'est la racine de quoi, med? Non, c'est pas la racine de milieu. De médecine, de soins. Il y a le med, c'est le prendre soin, en fait. Médical, médicament. Après, il y a média. Et alors, média, ça s'oppose à quoi? C'est média? Ça s'oppose à immédiat. Non, il y a média qui est le pluriel de médium, et il y a média avec un T qui est le contraire d'immédiat. Alors, le mot médiation, il porte en lui ces connotations à la fois spatiales et temporelles. La connotation du milieu, effectivement, mais aussi la connotation du différé, du temps. C'est la médiation, par définition, ça introduit du différé. Ça introduit finalement un laps de temps. Ce n'est plus, j'ai envie de lui foutre une claque, je vais faire une médiation. Donc c'est pas, je lui fous pas une claque tout de suite, quoi. En gros. Bon, c'était juste pour vous mettre dans la philosophie de la médiation, pour moi, me paraît toujours plus important que la technique. Mais faites un peu de technique quand même avec Socrate. Enfin, c'est pas vraiment de la technique, c'est Socrate, c'est ce jeu de se montrer vraiment à la fois curieux et culotté. Vous êtes d'accord? Donc ça se passe en marchant, forcément, dehors, avec des sandales si possible, ou pieds nus, pour avoir sensation de l'herbe et de la terre.
Socrate était toujours pieds nus. Et, je sais pas, on dit une demi-heure? On se retrouve à 4h15? À 16h15? Non, une demi-heure. Donc déjà, c'est pas beaucoup, une demi-heure. Je vous donnerais bien 1 heure même. Pour faire, alors plus que ça, et on restituera pas, hein. On va pas faire un tour de toutes les situations. On restituera pas, donc tout ce que vous direz à deux, parce qu'il y a un autre gros mot. Lou, elle est où? Il y a un autre gros mot de la médiation. C'est quoi? C'est quoi? La sieste. C'est la confidentialité. Donc évidemment, ce que vous faites, c'est le travail en lui-même. Ça vaut pour soi. C'est pas fait pour le rapporter. Hein? Donc vous allez investiguer, aller chercher chez l'autre à la fois une situation vécue et à la fois de la réflexion qu'il a sur cette situation. Et finalement, qu'est-ce que ça voudrait dire recourir à un tiers? D'accord? Sur quelle valeur il voudrait le faire? Pourquoi? Si c'est trop compliqué, c'est pas grave, vous y allez quand même. En fait, c'est-à-dire d'abord, je voulais qu'on aille faire une petite roulade là. Je voulais vous montrer un petit jeu, ça s'appelle le culbuto. Ah, je connais. Ah, si. Tu connais? Ouais, c'est comme ça. What's going on? C'est un peu ça. Oui. Tout à fait. C'est un point à chuter, à se remonter. Ah, trop bien. C'est bon, s'amuser. Les Socrates, venez avec votre Alcibiade. Non, tout le monde. Enfin, tout le monde, mais c'était pour venir par deux. Parce que je voudrais faire un culbuto par Socrate. Enfin, un culbuto socratique. Socrate! Moi aussi, que je crois. Tu parles de ça. C'est un petit jeu parce qu'il faut faire un truc. Évidemment, en pente, c'est quand même vachement moins bien. C'est vrai qu'ils sont chelous. Hein. Mais on n'est pas assez au plat là. C'est Socrate qui va aider à culbuter. Est-ce que vous savez que Alcibiade était amoureux de Socrate? J'arrive pas à bouger. Voilà, c'est pour ça qu'il doit t'aider. Non, c'est Socrate qui va aider l'autre à bouger. Je vous le remontre. Voilà, c'était pour assister à cette scène de chaos que j'avais envie de le faire. Il me semble que Socrate, dans ce rôle-là, dans cet intérêt-là, à aider l'autre à penser, là, on disait que Socrate, il y a une espèce de métaphore comme ça à propos de Socrate, on disait qu'il était le temps, T-A-O-N, qui pique. Il était l'arrêt torpille, c'est un poisson qui paralyse momentanément. Et on disait aussi qu'il était l'accoucheur. Alors pourquoi le temps? Le T-A-O-N, le moustique on pourrait dire, mais le temps c'est un peu plus violent. C'est ça. Il a un côté insistant, quoi. Il lâche pas. Enfin, moi, je dirais plutôt, il a un côté, alors le temps, c'est pas vrai, mais Socrate, il aurait un côté persistant plutôt que insistant. Alors, c'est ça, toute la frontière ténue entre être persécuteur ou être persistant et tenace. Moi, je dirais que l'intérêt, là, tout ce travail de Socrate, cette espèce d'intérêt pour ce que va penser l'autre, pour qu'il s'arrache à ses préjugés, etc. Oui, c'est persistant. Je reviens à la charge, quoi. En gros. C'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'il a été comme ça, votre Socrate? Il n'a pas eu besoin. Ah si! Parce que s'il n'a pas eu besoin, ça pourrait être inquiétant, parce que ça veut dire qu'il y avait déjà une parole qui sortait toute seule. Et Socrate, il dit, mais ça, tu dis ça, mais je comprends pas. Et alors? Attends, mais ça vient d'où ce que tu dis? Mon questionnement, ma demande, c'était aussi,
de voir la pertinence d'une médiation. Parce que quand même, la médiation, elle est quand même, enfin, elle a des lettres de noblesse, mais c'est quand même très fréquent que les gens disent, moi c'est foutu, de toute manière il est trop con, c'est pas la peine, ça sert à rien. C'est l'aporie du conflit. Vous voyez ce que c'est une aporie? C'est quand on est dans une impasse. Tu vois pas d'issue, quoi. Tu vois pas de. Alors la médiation, ça sert à créer des issues et des accès. Ça sert à créer, pour moi, ça sert à créer un accès au visage. Ce matin, on parlait de la responsabilité. Je trouvais ça intéressant. Tu vois un visage de près, alors que tu as ruminé son visage de loin, sous la douche. Et la médiation, elle remet en contact avec le visage, c'est-à-dire avec sa vulnérabilité, c'est-à-dire avec le dénuement, c'est-à-dire avec, d'une certaine manière, l'expérience de la responsabilité. Tu peux plus continuer à parler de l'autre aussi bien que t'en parles sous ta douche, quoi. Enfin, je sais pas si ça vous arrive d'avoir du ressentiment sous la douche. Mais c'est quand même, hein. Moi, ça m'arrive. Donc, pourquoi on disait qu'il était une rétorpille? La rétorpille, c'est un petit poisson qui paralyse avec sa piqûre momentanément. Parce qu'il t'emmène dans un espace où tu peux plus répondre. C'est ça. Ce qui te met dans un moment où tu peux plus continuer comme dans le cycle de tes évidences, quoi. Enfin, dans le cours de tes évidences, quoi. Je me rappelle c'est un conseiller de mission locale, je sais pas si vous voyez ce que c'est les missions locales qui s'occupent des jeunes, qui reçoit un jeune qui lui dit mes parents m'ont foutu à la porte. Bon, bah, tout de suite, tu mobilises tous les moyens possibles, il faut lui trouver un logement, il faut faire quelque chose, et tu dis, et alors, ils t'ont mené à la porte, et alors? Ah bah, y a pas de problème, mais j'ai trouvé un logement vachement bien avec mes copains, mais il me faut juste de quoi payer le transport pour aller au stage. Tu vois que, effectivement, le tiers, il se contente pas des évidences, quoi. De son propre scénario, en fait. Ce serait ça, peut-être, la neutralité. Une part de la neutralité. Ce serait de pas se contenter de sa propre vérité. Que tu déduis de ce que vient de dire l'autre, quoi. C'est ça, le travail. Vous avez fait ça, les Socrates? Évidemment. Bon, ça se travaille, hein. Ça se travaille d'être Socrate. Il y a un livre qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup fait penser à la médiation, ça s'appelle Au tribunal de mon père, c'est un roman, en fait. C'est Isaac Bashevis Singer son père était rabbin, et il assistait, son père était, le rabbin à l'époque, c'était un peu comme un juge de paix, quoi. On venait le voir quand on s'entendait pas avec son voisin, sa femme, ses enfants, on venait le voir, quoi, et on lui disait, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il les faisait parler. Mais comme il faisait ça dans son salon, des fois sa femme rentrait et disait, tu peux pas continuer à leur laisser dire ça. C'est pas possible. Il s'adressait à son mari. Et puis, il y avait le gamin, donc Isaac, qui décrit ça. Il était dans un coin parce que ça l'intéressait beaucoup, toutes ces histoires saugrenues et un peu sordides. Puis quand c'était trop sordide, on lui disait d'aller dehors et il écoutait à la porte. Et à la fin, on lui disait d'aller toujours, quand on avait trouvé un accord, on lui disait d'aller chercher un gâteau au miel. Et ça aussi, je trouvais ça très intéressant. Toujours dans l'idée aussi de mettre du corps, du plaisir. Enfin, c'est-à-dire, pour pas rester seulement dans le sérieux de la médiation, mais aussi alors, bien sûr que des fois, le conflit est tellement fort que on n'imagine pas se faire plaisir. Et pourtant, c'est ça le tiers aussi. Med, c'est le miel en russe. Ah bon, c'est vrai? La médiation, c'est mettre du miel dans les affaires. Ah oui, joli. Mais ça va très bien, quoi. C'est sûr que ça va bien. Alors, si vous voulez, on peut parler justement de cette histoire de confidentialité. Parce que ça aussi, c'est vraiment un maître mot. Enfin, un mot mana de la médiation, c'est que les médiations se font toujours sous le sceau, on pourrait dire, de la confidentialité. Enfin, ça fait partie vraiment du dogme de la médiation que de parler de confidentialité. Je suis pas sûr, moi, que ce soit intéressant tout le temps, la confidentialité. En tout cas, le principe a priori de confidentialité. Qu'on dise, bon là on dit pas, hein, on répète pas, qu'on se tape dans la main, qu'on voit une zone où il y a des choses à pas redire ailleurs, ça oui, ça me paraît intéressant.
Mais je me dis que la médiation, c'est aussi quand même, on crée une sorte de lieu de responsabilité quand on fait une médiation. Et donc, on devrait pouvoir être capable d'assumer ses propos. Voire même de dire, tiens, ici, on a été plus intelligent que d'habitude. Donc, c'est pas que de la passion, que de l'engueulade, que des insultes. C'est pas ça. Justement, on a cherché un processus de rationalisation qui est pas froid, distant, etc., qui tient compte de nos émotions, mais quand même, qui nous permet de nous affranchir ou de nous échapper quand même de la passion triste qui régissait ces rapports-là jusque-là, quoi. Mais c'est parce que ça fait partie des protocoles de dire nous commençons la médiation, donc neutralité, impartialité du médiateur et principe de confidentialité qui concerne chacun des protagonistes de l'Assemblée. Et du coup, ouais, je me dis peut-être que c'est mieux si on arrive à faire monter en confiance les uns avec les autres. Ça me semble intéressant. Et puis dire, effectivement, il y a des choses qu'on s'est dites, c'est pas très grave, au contraire, qu'elles sortent. Mais ça dépend quel propos, ça dépend à quel endroit. De même, pour moi, il y a quand même un des motifs quand même incroyablement récurrents du conflit, ou un des, comment on pourrait dire, le lit du conflit, c'est quand même souvent le huis clos. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Le huis clos, c'est-à-dire, quand on voit les violences conjugales, comment elles s'exercent dans un huis clos, plus personne ne traverse la maison, le couple, enfin, plus personne. Ça se joue là que dans l'entre-soi. En entreprise, moi je vois les équipes qui sont en tension, c'est les équipes qui sont pas traversées, qui sont plus qu'en tension, enfin qui sont des fois en conflit chronique, c'est qu'il y a plus personne qui vient modifier les règles, qui vient faire en sorte qu'on se regarde un peu autrement, justement par le truchement, par l'intermédiaire d'un tiers, même qui se mêle de ce qu'il ne regardait pas, même s'il n'est pas médiateur. Donc reproduire le huis clos pour faire de la médiation, ça me paraît un paradoxe. Ici, la porte est fermée, on peut tout se dire. Mais déjà, elle était fermée. Déjà. Donc si le tiers s'enferme avec ses protagonistes, pour moi, ça pose un problème. En fait, ce qui me gêne, c'est de donner l'impression qu'on a reconstitué encore un huis clos. Donc, il faut se démerder pour qu'il n'y ait pas de huis clos. Enfin, une fois, je discutais avec un cuisinier sur comment on fait la mayonnaise. Et tu sais comment on fait la mayonnaise? Enfin, tu comprends? Parce qu'il m'a dit que ce qui liait l'huile et la moutarde et l'œuf, c'est ça. Ce qui liait, c'est l'introduction de l'oxygène. J'ai trouvé ça très très joli comme métaphore. Je disais, bah oui, le tiers, il apporte de l'oxygène, quoi. On respire plus là-dedans. Et donc, quand il apporte de l'oxygène, peut-être qu'il apporte un processus d'explicitation, un processus de levée des malentendus, peut-être qu'il apporte des solutions tierces, etc. Mais il apporte par sa présence aussi. Par sa présence, il apporte de l'oxygène. Il apporte une ouverture, quoi. Mais si, dès qu'il arrive, il dit, on n'est que entre nous, c'est comme si ça se refermait tout de suite. Donc, je trouve qu'il y a un problème. Mais après, je trouve que... Après, en plus, le mot confidentiel, ça renvoie quand même à la notion de confidence. Et c'est joli, les confidences, mais c'est les confidences, on se les fait entre amis, quoi. Tu es mon ami, je vais te faire une petite confidence. Je vais te le dire, c'est vrai. Et ça, c'est hyper agréable, la confidence comme ça. Là, c'est pas de l'enfermement. Au contraire, même. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est pas le contexte de la médiation. Mais tout le monde connaît aussi cette situation où tu rencontres un étranger dans le train et tu lui dis tout. Tu lui dis des choses, voilà, tout, tu es sûr de pas le revoir. Oui, justement, mais là aussi, tu crées presque, à ce moment-là, dans cet instant-là, une relation d'amitié. Totalement. Enfin, d'amicalité, on pourrait dire. Qui n'est pas construite, mais qui est là. Absolument, oui. Mais c'est pas une médiation, ça. Non, c'est directement un dialogue. Parce que je me demande même si la médiation elle n'a pas aussi pour vocation de nous remettre dans le monde.
On s'en était soustrait par nos luttes intestines. Et donc, elle a peut-être une dimension politique aussi, la médiation. C'est-à-dire, elle recrée un vivre ensemble dans le monde. Elle nous réouvre au monde. Donc, pour moi, c'est un paradoxe de la placer sous le signe exclusif de la confidentialité, qui est de la confidentialité, évidemment, mais... Et du coup, ça nous amène à parler des occasions. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire requérir de la médiation? C'est à quel endroit, c'est vrai, si on s'appuie sur ce que vous avez vécu pendant, j'allais dire ce que vous avez vécu là, mais peut-être, je sais pas si, qu'est-ce qu'il y a eu comme médiation naturelle, qui s'appelle pas médiation, mais qu'est-ce qu'il y a eu comme médiation? La danse, ouais, ça c'est sûr que c'est une médiation. C'est un corps à corps. Les chants, le rituel du cercle de ressenti. Ouais. Ah, attends, vas-y. Je disais tous les moments interstitiels, les pauses, les moments où on va manger. Parce qu'il y a de l'écoute de visage à visage, souvent singulière, quoi. Effectivement, on sort quand même du côté groupal. Et, donc, les moments interstitiels. Moi, j'avais l'impression, mais vous vous rappelez quand j'étais parti la dernière fois, j'avais noté que justement, la façon dont les roues des services avaient été mises en place, ça mettait en place un système institué égalitaire, puisque grâce à ça, on allait s'assurer que tout un chacun ferait sa part, et une part relativement égale à l'autre. Et donc, on mettait en place, on instituait de façon ludique et provisoire, parce que c'est pas une vérité absolue, c'était pas pour la vie, c'était juste pour ces 30 jours. On instituait un système égalitaire qui probablement, à mon sens, effectivement, fait médiation. Mais à un autre moment, on était parti faire des travaux d'intérêt collectif, d'intérêt général, et j'avais porté la brouette, enfin, et là, c'était librement, c'était libre. Et donc j'avais dit, moi je faisais une différence entre régime d'attention et régime d'obligation. C'est-à-dire finalement c'est une espèce de juste composition ou de juste équilibre parfois pour la vie d'un groupe et pour le vivre ensemble entre l'instauration ou l'institution d'un régime d'obligation plus ou moins non arbitraire quand même, hein, dont on voit tout de suite l'intérêt, et un régime d'attention où on dit dans ce cadre d'activité-là, chacun fait un peu comme il en a envie et il est possible que finalement qu'il y en ait qui fassent moins mais qui parlent, qui racontent des choses et que finalement cet ensemble-là soit satisfaisant. Juste fais une petite parenthèse sur les différentes qualités de tiers. Vous vous rappelez l'histoire de la fable de La Fontaine, de la mouche et du coche? T'es trop jeune. C'est ça? Oui, mais alors ça, la mouche et le coche. En fait, vous vous rappelez les fables de La Fontaine, je sais pas si on les étudie encore à l'école. Oui, je crois encore, oui. Oui, le corbeau et le renard. Oui. Elle n'est pas spécialement poétique. D'ailleurs, je trouve que La Fontaine, c'est pas très poétique. Et puis, c'est très moraliste. Ça, c'est sûr. C'est très moralisateur, hein. Il y a toujours une morale. Mais justement par rapport parce que il se trouve qu'il y a des gens qui travaillent, il y a des chevaux qui sont en train de porter des charrettes, et puis il y a des cochers et il y a une mouche qui n'arrête pas de passer l'un à l'autre pour lui dire tu vas pas assez vite, tu fais pas assez fort, etc. Et donc toute l'histoire de la fable de La Fontaine, c'est pour dire qu'est-ce que c'est que cette mouche du coche qui au lieu de travailler se mêle du travail bien fait, quoi. Et évidemment, après, il se rebelle, je sais plus la fin exactement, mais je me disais, oui, c'est vrai, il peut y avoir des tiers qui, en se mêlant, sont quand même nocifs. On pourrait les appeler aujourd'hui, on les appellerait les prédateurs. Alors, je me disais, parce que moi, j'avais fait une distinction entre le tiers, c'est pas une histoire, hein, après je vous raconte une histoire. Mais après, parce que j'avais envie de distinguer les différents tiers. Parce que je disais, la belle-mère, par exemple, c'est un tiers. Il y en a qui ont des belles-mères ici. T'as une belle-mère?
Et tu la tutoies? Ben, je disais, le curé, avant, le docteur, la belle-mère, l'instituteur, tous ces gens-là rentraient dans la famille. Et ils rentrent plus dans la famille. Donc il n'y a plus de tiers. Mais ils étaient quand même des fois assez pénibles et des fois assez mouches du coche. Ils venaient dire des choses, emmerder le monde plutôt que faire, contribuer. On dit, il y a des tiers qui sont contributifs. En médiation, on dirait, la formule exacte, ce serait un tiers contributif à la recherche de solutions par les parties, ou au solutionnement par les parties. C'est-à-dire, c'est pas lui qui donne la solution, mais il contribue par sa présence, peut-être par son questionnement, enfin sûrement par son questionnement, par sa neutralité ardente qui cherche à dénouer le binarisme, il contribue à l'entente, ou à l'accord, ou à la séparation en bonne et due forme. Mais il y a des tiers substitutifs aussi, à la volonté des parties. Qu'est-ce que c'est un tiers substitutif à la volonté des parties? Pour moi, un tiers substitutif, c'est le juge, c'est le policier, c'est l'arbitre, c'est-à-dire celui qui écoute et qui dit c'est toi qui as tort, c'est toi qui as raison. Donc il se substitue à la volonté des parties pour établir la vérité, ou pour établir un accord. Parce que par exemple, dans la tradition judiciaire et juridique en France, et puis dans pas mal de pays en fait, quand même, on cherche pas à ce que les gens repartent en bons termes. On cherche à établir la vérité et à établir la sanction qui correspond à cette vérité. En médiation et dans une tradition plus ancienne de la palabre, on cherche plutôt à faire en sorte, même on sait qu'il y a un voleur et un volé, mais si le voleur ne perd pas la face, il deviendra meilleur. Si le voleur a rendu la poule, mais que il n'a pas dit qu'il était voleur, on n'a pas dit qu'il était voleur, à ce moment-là, peut-être qu'à nouveau, le lien va pouvoir se refaire. Et ça aussi, c'est l'esprit de la médiation. C'est faire en sorte qu'effectivement, on perde pas, il n'y en ait pas un qui perde la face. Même s'il y en a un qui est manifestement l'offenseur ou qui est manifestement dans son tort, qu'est-ce qu'on va faire pour réparer le lien sans pour autant faire les bisounours qui disent c'est pas grave ce que t'as fait. Ça peut être très grave ce qu'il a fait. Mais quand même, c'est peut-être encore plus grave de laisser un lien dissous. En tout cas, c'est une vision sociétale. C'est pour ça aussi que la médiation s'occupe du pardon et de l'excuse. Parce qu'effectivement, le pardon s'intéresse aux choses qui sont impardonnables, on le sait bien, qui sont difficiles à pardonner. Donc sinon, on parlerait pas de pardon, on parlerait d'excuses. Et pourtant, la médiation, elle fait des processus, effectivement, qui permettent aussi de se libérer par le pardon. On pourrait dire, c'est Hannah Arendt qui dit ça, on nous disait, finalement, on passe une société est soudée, sédimentée, parce qu'on se fait des promesses, on tient pas toutes nos promesses, mais on se pardonne de pas les avoir tenues. Et c'est comme ça que ça recommence. S'il y avait jamais de pardon, c'est vrai qu'on en a fait un truc catho, ou un truc religieux, ou un truc, donc, du coup, c'est plus pensé, mais le pardon, c'est pas qu'une histoire de sentiment, quoi. C'est une histoire, c'est un processus, quoi. Donc, le tiers contributif que serait le médiateur, ou qu'est le médiateur, eh ben, il se substitue pas à la volonté des parties, mais il favorise un processus de réconciliation, ou de séparation en bonne et due forme. Moi, je raconte mon histoire juive, alors? Mais je vous vois pas, là. Mais oui, mais on a le soleil. Bon, d'accord, s'il y en a le soleil. Mais oui, mais c'est difficile. Merci. Donc c'est un rabbin qui rencontre dans la rue 3 de ses disciples, parce que le rabbi, c'est aussi un enseignant, un professeur. Encore une histoire de rabbin. Et après, je vous en raconterai encore une autre. Toujours dans le même style. Je sais pas pourquoi c'est celle-là que je retiens. Ça doit avoir un rapport avec mes origines. Mais et donc il dit, puisque je vous croise là, eh ben je vais voir où vous en êtes, eu égard à mon enseignement. Alors imaginez que vous voyez sur ce trottoir un portefeuille en plein milieu du trottoir, et que c'est jour de Shabbat. Qu'est-ce qui se passe jour de Shabbat? On touche pas l'argent. Alors vous voyez un portefeuille bien dodu,
Et c'est jour de Shabbat. Qu'est-ce que vous faites? Alors le premier s'avance, il dit « Rabbi, je connais tes enseignements et j'essaye de les suivre à la lettre avec respect et obéissance. Donc puisque c'est jour de Shabbat, je ne toucherai pas à ce portefeuille plein d'argent, sinon ce serait vraiment pas bien selon ta loi. » Et le rabbi lui dit « Imbécile ». Le deuxième, ayant entendu le premier, s'avance et dit « Rabbi, je connais tes enseignements et j'essaye au maximum de les suivre, de les respecter. Bien sûr qu'on ne doit pas toucher l'argent un jour de Shabbat, mais il est un autre enseignement qui est supérieur au premier, qui est de sauver son prochain du malheur. Et je peux le faire, puisque je peux trouver le propriétaire de ce portefeuille et le lui rapporter. N'est-ce pas beaucoup plus important que de respecter notre règle du Shabbat? Et le rabbi dit « Imbécile ». C'est con parce qu'on commençait à se faire à cette deuxième hypothèse quand même. C'était quand même vachement mieux que la première. Le troisième s'avance, il dit « Je connais notre loi et je le respecte autant que faire se peut. » Non, la plupart du temps. Et puis bien sûr, s'il est une valeur qui nous importe particulièrement, c'est de porter assistance à notre prochain. Et probablement la pauvre personne qui a perdu son portefeuille doit être bien malheureuse. C'est vrai. Autant dire que, compte tenu de la complexité des situations, je préfère, et avec tout ce que je sais maintenant, je préfère attendre de me trouver dans une situation comme celle-là pour savoir quoi décider. Et là, le rabbin dit, c'est bien. C'est bien, mon fils. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire morale? Enfin, c'est une histoire morale, mais qui introduit l'éthique. Qui introduit la question de l'éthique. Pour moi. Donc la morale de l'histoire, c'est de dire effectivement peut-être qu'on a des règles, peut-être qu'on a des valeurs, et tout cela ne prend sens que dans des situations particulières, par rapport auxquelles il s'agit de peser le pour et le contre, il s'agit de peser ce qui est le plus important, et il s'agit de faire fonctionner son propre jugement et son discernement. En gros, le rabbin incite le bon élève à ne pas obéir bêtement à la règle et ne même pas se soumettre à la valeur, mais à attendre d'exercer son jugement dans une situation donnée. C'est pour ça que je dis que c'est l'éthique, parce que la morale nous commande, l'éthique nous recommande. C'est-à-dire, probablement avec l'éthique, on dit, là peut-être qu'on va accepter de mentir, c'est intéressant, c'est beaucoup plus intéressant. Peut-être que là, on va accepter de pas faire ça. Alors, mentir, c'est un interdit et c'est aussi une valeur d'honnêteté. Mais oui, mais dans des situations, par exemple à la guerre, les résistants, quand ils cachaient des gens dans leur coffre, c'est bien plus important que de transgresser la valeur d'honnêteté et de vérité. Donc c'est ça l'éthique, c'est quand tu mets en perspective un certain nombre de choses. Si toi aussi, ça t'attendrit, va sur Letty. Donc la deuxième histoire, c'est encore une histoire, c'est encore une histoire qui m'a été transmise par Marc-Alain Ouaknine, qui est un philosophe que j'aime beaucoup, disciple de Lévinas, mais aussi rabbin, lui. Mais c'est un rabbin un peu déculotté quand même. Quand tu vois tout ce qu'il fait. Et bref, il dit... lorsque les Juifs ont entrepris de traverser le désert pendant 40 ans, enfin ça va durer 40 ans dans la Bible, dans l'histoire de la Bible, ils se demandaient bien comment ils allaient manger. On ne sait pas ça, mais ils se demandaient comment ils allaient manger. Et puis ils ont vu à la surface du sol une espèce de croûte brunâtre avec un parfum de coriandre. Et là ils ont dit « Manou ». Manou. Et en hébreu, manou, ça veut dire « qu'est-ce que c'est ?» Et puis les plus téméraires s'en sont saisis et ils l'ont porté à la bouche et ils ont compris que ça pouvait se manger. Certains, moins confiants dans l'avenir, en ont mis dans leur poche.
pour le lendemain. Le lendemain, ils l'ont retrouvé pourri. Toujours est-il qu'ils ont décidé d'appeler cette nourriture la manne. Manou. La manne, c'est ce qui nous nourrit, et en même temps, en hébreu, ça veut dire qu'est-ce que. Ce qui veut dire que la question nous nourrit, à condition qu'elle soit fraîche. Voilà la métaphore. Merci Bernard. Merci à vous.